Bonjour à toutes celles que je n'ai pas encore saluées. Donc, je vais commencer par me présenter et ensuite on ira dans le vif du sujet, jouer sans jouer. Alors, moi, je m'appelle Marie-Lise, je suis éducatrice de jeunes enfants. Donc, j'ai travaillé pendant 17 ans dans le domaine de la petite enfance. Au début, j'étais auxiliaire de puériculture, donc un vrai métier de terrain. Et ensuite, j'ai passé une VAE pour devenir éducatrice, donc plus avoir le volet prévention, coéducation avec les familles et management d'équipe. Et il y a quelques années, je me suis réorientée, j'ai fait une nouvelle formation pour devenir coach en éducation et en parentalité. Donc aujourd'hui, j'ai quitté le monde des crèches. Ça fait 2 ans que j'accompagne les parents sur toutes les problématiques qu'ils peuvent rencontrer avec leurs enfants. Donc j'accompagne les familles de 0 à 18 ans. Je fais exclusivement de la visio. Donc j'accompagne des gens sur toute la France, sur plein de problématiques différentes. C'est très riche. Et je me suis aussi formée à l'EMDR, donc j'accompagne aussi bien les adultes que les enfants. Alors, les adultes en visio, il n'y a pas de souci. Les enfants, c'est plus en région parisienne. Et du coup, c'est pour tout ce qui est stress post-traumatique, les phobies, les douleurs chroniques, les addictions, les accidents de la vie. Et en plus de tout ça, je suis chez Gazouillis, responsable PEDA, donc j'anime des ateliers et j'accompagne des candidates à l'obtention des diplômes, la VAE. Donc j'utilise aussi des outils de MDR pour la gestion du stress au cours de mes accompagnements. Et je fais aussi des ateliers avec les parents et j'anime des analyses de pratique en crèche. Donc voilà pour moi. Vous savez un petit peu plus qui va vous proposer cette formation. Et du coup, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Jouer sans jouer. Alors, qu'est-ce qu'on va voir pendant cet atelier? Donc, excusez-moi. Au début, on va parler de l'importance du jeu et des avantages, de ce que ça apporte à l'enfant au niveau de son développement global. Donc, on va faire un petit point sur la théorie pour vous donner encore plus envie de jouer, de proposer des jeux intéressants aux enfants. Ensuite, vous allez découvrir les jeux d'attachement que vous connaissez déjà. Alors, vous ne les appelez pas forcément jeux d'attachement. Et ça, c'est vraiment des jeux où vous allez jouer avec l'enfant. Donc, c'est des jeux qui vont être vraiment, qui vont créer le lien et la connexion entre l'adulte et l'enfant. Donc, je vais vous présenter différents jeux avec plein d'exemples pour chaque jeu. Ensuite, on parlera de la posture de l'adulte. Et enfin, d'autres idées de jeux sans jouer, où là, les enfants pourront jouer plus librement et il y aura moins cette interaction que dans les jeux d'attachement. Donc c'est parti parce qu'on a un programme bien chargé. Comme d'habitude, chez Gazouillet, on aime vous donner beaucoup, beaucoup d'infos. Donc voilà, j'y vais avec un bon rythme, comme d'habitude. Alors, déjà, qu'est-ce que le jeu? Le jeu, ça remplit énormément de besoins essentiels de l'enfant. Donc déjà, ça va permettre à l'enfant de ressentir de la joie, du plaisir, hein. On voit bien quand un enfant joue, il est souriant, il a envie de découvrir. Ça va lui permettre de partager et du coup d'être ensemble. Donc le jeu, il est vraiment nécessaire à la croissance de l'enfant et c'est vraiment l'apprentissage de la vie. L'enfant, il va apprendre au travers d'énormément de jeux et en fait, il y a une grande diversité de jeux. Les jeux, il y a des jeux d'adresse, des jeux de rôle, des jeux d'endurance, des jeux d'intelligence. Donc le jeu, c'est vraiment le travail de l'enfant. L'enfant, il joue, heu, et ça ne peut pas être dissocié du travail. Le travail et le jeu, c'est une association qui va permettre à l'enfant d'intégrer les choses. Donc, il va pouvoir exercer ses compétences, il va pouvoir avoir accès à plus d'imaginaire, développer sa créativité et il va pouvoir aussi, avoir accès à la conceptualisation. Il va faire du lien entre les objets, la réalité et l'objectif de chaque chose. Donc le jeu va aussi permettre à l'enfant d'avoir de l'assurance, d'exprimer ses émotions et de recharger ses batteries. Et du coup, on va voir pourquoi le jeu est-il si nécessaire à l'enfant. Le jeu, on a dit en première partie, c'est le travail, mais aussi c'est le langage de l'enfant. Le jeu, en fait, l'enfant, il n'est pas aussi verbal que l'adulte. Donc, il n'est pas en capacité d'exprimer ce qu'il vit. Il ne peut pas exprimer parce qu'il n'a pas le vocabulaire, il n'a pas la notion de temps ni d'espace, il ne maîtrise pas forcément la logique, la temporalité et la relation de cause à effet. Donc, pour lui, il n'est pas encore possible d'exprimer de manière construite et structurée ce qu'il vit et ce qui se passe pour lui.
Donc, quand l'enfant joue, il se parle à lui-même. Donc, c'est très important de laisser l'enfant dans le jeu et d'observer l'enfant. Quand on va observer l'enfant, l'enfant va nous dire ce qu'il se passe pour lui et il va développer aussi énormément de compétences. Et on va voir en détail toutes les compétences que l'enfant développe autour du jeu. Alors, on va voir toutes ces compétences un petit peu plus en détail. Donc, les premières compétences que je vous ai notées, ce sont les compétences motrices. Donc, dans les compétences motrices, on va parler de la motricité globale, donc le corps en entier, et de la motricité fine, donc ce qu'on va appeler les gestes précis, la dextérité et la pince, par exemple. Donc, dans les capacités physiques, motrices, pardon, globales, l'enfant va apprendre au travers le jeu l'équilibre, la coordination, il va vraiment gérer la coordination œil-main. Il va pouvoir, comprendre comment, interagir avec le monde qui l'entoure et de quelle manière, comment porter quelque chose, comment se déplacer, comment marcher sur une petite poutre et en fait, l'enfant va développer des capacités tous les jours. On voit bien quand on voit pas un enfant pendant une semaine, on voit comme il a changé en une semaine, parce que l'enfant grandit et évolue énormément. Et donc, du coup, il a besoin tous les jours de découvrir et d'entraîner ses capacités motrices. C'est comme si nous, on se levait le matin avec des nouveaux pouvoirs. Comme par exemple, je ne sais pas si vous avez vu le film Spider-Man, tout le monde connaît l'histoire de Spider-Man qui se fait piquer par une araignée et petit à petit, il se rend compte qu'il a des pouvoirs. Et du coup, on le voit dans le film découvrir petit à petit tous ses pouvoirs. Et du coup, il s'entraîne tout le temps. Eh bien, l'enfant, c'est comme si tous les matins, il découvrait qu'il avait des nouvelles capacités. Donc, jouer va lui permettre d'entraîner toute cette motricité et il a besoin de le faire tous les jours. Ça va permettre aussi à l'enfant de développer, son intelligence, donc tout ce qui va être au niveau cognitif. Au niveau cognitif, l'enfant, il va apprendre à être logique. Il va faire du lien entre les actions. Si, par exemple, je mélange des ingrédients, ça va créer une pâte. Si je mets le rond, dans le carré, ça ne fonctionne pas. Donc il va commencer à apprendre la résolution de problèmes, la logique et il va avoir aussi des notions de mathématiques. Quand il va prendre toutes les petites voitures, qu'il va les mettre d'un côté et bien, en fait, il va se rendre compte que là, il y a un plus grand nombre. Donc en fait, c'est en expérimentant par le jeu qu'il va commencer à avoir cette logique mathématique de résolution de problèmes. Donc c'est très important aussi de laisser l'enfant faire des accumulations, des alignements, parce que c'est comme ça qu'il va commencer à avoir après envie d'apprendre les mathématiques, entre autres, et évidemment d'autres apprentissages. Ça va permettre aussi des compétences émotionnelles, affectives, parce que le jeu va permettre à l'enfant d'accepter plus facilement la frustration. L'enfant, il va apprendre à avoir confiance en lui, en son estime de lui, parce qu'il va se rendre compte qu'il réussit les choses, qu'il est capable. Et c'est vraiment important, surtout vers 2, 3 ans, que l'enfant exerce au maximum ses compétences et qu'on le laisse faire par lui-même. Vous savez, c'est l'âge où l'enfant dit: «C'est moi qui fais, je veux faire tout seul, c'est moi». Ben, parce qu'en fait, il est en train aussi de créer donc ses compétences motrices, mais aussi affectives, parce que là, il apprend qu'il est capable et du coup, il développe sa confiance en lui. Donc ça lui apprend aussi à réguler ses impulsions et à s'auto-réguler. Par exemple, si vous jouez à un petit jeu de rôle, et vous jouez à la marchande avec votre enfant, et que là, l'enfant vous demande, il vous non, on va dire au restaurant, il vous dit: «Bah, je voudrais un jus de pomme». Et ben: «Ah bah non, on n'a plus de jus de pomme». Et bien là, en fait, vous lui apprenez dans le jeu le nom. Mais après, vous pouvez lui proposer, bah, si par exemple il aime bien l'ananas: «Ah mais par contre, on a du jus d'ananas». Ben là, l'enfant va dire: «Oui» parce qu'on est dans le jeu, c'est imaginaire. Mais du coup, pendant le moment du repas, quand vous allez ouvrir le frigo et que vous allez vous rendre compte qu'il y a plus de petits Suisses, et ben ce sera plus facile de faire passer la frustration parce qu'il l'aura déjà appris dans le jeu. Donc ça aide vraiment à apprendre à l'enfant à s'autoréguler. Donc n'hésitez pas, dans les jeux de rôle, dans les jeux que vous faites avec l'enfant, à amener de la vie quotidienne. Bon ça, je vous l'expliquerai plus en détail, par la suite pour les jeux d'attachement. Ça permet aussi de développer des compétences sociales. L'enfant, il va apprendre à communiquer, à interagir avec les autres et en faisant un jeu en interaction avec un groupe d'enfants et avec un adulte, il va comprendre pourquoi et comment
on respecte les règles du jeu. Et ça va lui permettre de s'intégrer dans une société avec des règles. Déjà, si petit, on lui a expliqué comment et pourquoi on mettait le cadre, ce sera plus facile pour lui, plus grand, d'accepter le cadre. Ça permet aussi au niveau social de comprendre le rapport qu'on a les uns par rapport aux autres. Comme par exemple des petits animaux, des chiots, des chatons, ils vont jouer à la bagarre, ils vont se mêler, faire des rapports de force, de domination pour se rendre compte quelle est ma place. Et bien pour les petits êtres humains, c'est la même chose. De jouer à la bagarre, de se confronter, c'est connaître les limites de son corps et qu'est-ce qui est acceptable. Donc c'est très important pour les enfants socialement de pouvoir se mesurer les uns aux autres et de savoir quel est mon rapport, ma relation à mon corps, à la façon dont j'interagis avec l'autre enfant ou l'autre adulte. Et ça donne aussi des compétences langagières. Évidemment, le jeu développe le vocabulaire, les tournures de phrases. Ça permet aussi d'apprendre l'échange, le partage, de savoir comment on demande, la façon de demander. On peut inculquer des règles de politesse dans le jeu. Si nous, on modélise, on dit que l'enfant, par exemple, nous distribue un petit jeu de loto. Ah, merci, merci de m'avoir donné ma carte, sans forcément demander à l'enfant, mais nous, on va montrer les règles de politesse, on attend son tour, c'est pas à mon tour, j'attends mon tour. Moi, je mets mes mains ici parce que c'est trop difficile, j'ai envie de piocher. Donc voilà, donc nous, on va modéliser et montrer qu'est-ce qui est attendu aussi pendant le jeu avec du vocabulaire. Donc voilà pour différentes compétences. Bon, il y en a plein d'autres, mais voilà, j'ai tellement de choses à vous dire que j'ai fait un petit résumé. Alors, maintenant, on va parler des avantages des temps de jeu. Donc, le jeu, déjà, il a un rôle très important, au niveau, du réservoir. Parce que l'enfant, il a besoin, d'un réservoir affectif pour affronter tous les moments de la journée. Donc si du matin, on commence à proposer un petit enjeu quand l'enfant arrive ou le matin à la maison avec vos propres enfants, ça va permettre à l'enfant de passer une journée plus agréable. Le petit réservoir, c'est comme si on avait une petite jauge d'essence qu'on se trimballait et toute la journée, en fait, la jauge va, puiser un petit peu dans sa réserve. Donc un petit coup de fatigue, on puise dans la réserve, un petit coup de stress, on puise dans la réserve, un petit coup de frustration, une dispute avec un autre enfant, on puise dans la réserve. Donc plus l'enfant va jouer, plus il va agrandir sa réserve parce que le jeu va lui amener du plaisir, comme nous, si on est en week-end avec des amis et on va passer un bon moment, on va déjeuner, on va être bien, en fait, ce sera plus facile d'aller faire des activités contraignantes parce qu'on aura déjà passé un moment agréable. Donc le jeu va vraiment remplir le réservoir de l'enfant. Donc dès que vous sentez qu'un enfant n'est pas bien, n'hésitez pas à passer un petit temps de jeu avec lui. Par le jeu, on va enseigner des compétences physiques, émotionnelles et sociales dont l'enfant il aura besoin avec ses pairs. Donc, par exemple, apprendre à rattraper un ballon, on va lui montrer comment on fait. On montre bien comment on met ses mains. Regarde, je mets mes mains comme ça. Donc, on peut aussi apprendre aux enfants comment on se comporte quand on a perdu. Sans le dire, regarde, moi j'ai perdu, ça ne me fait rien. C'est oh mince, j'ai perdu. Bon, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on a passé un beau moment et je suis contente que tu aies gagné. Voilà, pour apprendre à l'enfant à accepter. Le jeu, en fait, ça peut être vraiment aussi une opportunité pour l'enfant de donner une fin heureuse à, une histoire, à quelque chose qu'il a vécu et du coup, il va devenir le héros et par le plaisir que le jeu va apporter à l'enfant, ça va lui permettre, c'est un vrai facteur de croissance, ça va lui permettre une croissance neuronale. En fait, quand l'enfant, il va avoir de la joie, du rire, il va s'amuser, il va grimper, ça fait maturer le cerveau. Donc là, si vous voulez plus de renseignements, moi, je vous invite à lire le livre de Catherine Guégan, où elle va vous donner des explications vraiment neuroscientifiques très précises sur une hormone, enfin pas une hormone, c'est une protéine. Alors c'est la je l'ai noté parce que je ne me rappelle jamais, BDNF. Donc c'est une protéine, alors je ne vais pas vous donner le nom, c'est en anglais, mais c'est vraiment un engrais qui va permettre un facteur de croissance. Donc plus l'enfant va jouer, plus il va créer des connexions neuronales. Et à contrario, plus l'enfant va être stressé et plus il va avoir des cris, des conflits, des punitions. Et là, moins l'enfant va sécréter cette protéine et du coup, il aura moins de plaisir et il va moins connecter. Donc vraiment, si vous voulez que l'enfant apprenne un maximum de choses, le jeu est vraiment une des meilleures solutions. Alors, le jeu a d'autres enjeux très importants. En jouant, l'enfant il va nous livrer 2 choses essentielles. La première chose, libérer toutes les tensions qui vont s'accumuler dans sa journée. Comme je vous ai parlé, la petite jauge,
le petit réservoir qui va se vider petit à petit. En fait, l'enfant, on ne s'en rend pas compte, mais il est soumis à énormément de stress. On a l'impression qu'un enfant, ça fait que s'amuser, ça ne se rend pas compte de ce qui se passe, mais en fait, l'enfant, il est soumis à énormément de stress. Et le stress principal, c'est les contraintes, parce que l'enfant, il est constamment contraint. C'est pas lui qui choisit ce qui va se passer ce matin, c'est pas lui qui choisit ce qu'il va manger, c'est pas lui qui choisit à quelle heure il va se coucher. Donc en fait, il est tout le temps en train d'être contraint. Donc il y a beaucoup de tensions qui s'accumulent et le jeu permet de libérer ces tensions. Donc je vais vous expliquer en détail avec les jeux d'attachement comment on libère chaque tension. Et le jeu aussi nous montre quels sont les besoins et les préoccupations du moment de l'enfant. Maria Montessori, elle parle de périodes sensibles. Donc il y a l'enfant qui peut être dans des phases de tri, de rangement. Donc là, on voit que vraiment, il a besoin en ce moment que tout soit trié, qu'il compartimente les choses. Mais l'enfant peut aussi nous montrer qu'est-ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce qu'il digère pas, qu'est-ce qu'il n'arrive pas à expliquer, qu'est-ce qu'il ne comprend pas. En fait, un enfant va plus facilement nous parler de lui en jouant qu'en parlant. Il nous apprend plus par ses attitudes, son comportement dans le jeu, que par son langage, parce qu'il n'a pas encore la possibilité. Donc, c'est très important d'avoir vraiment des moments où on va laisser l'enfant en jeu libre et on va nous observer l'enfant attentivement pour comprendre qu'est-ce qui se passe pour lui. Et maintenant, je vais vous parler des jeux d'attachement. Comment resserrer les liens entre l'adulte et l'enfant. Donc, ces jeux que je vais vous présenter, vous pouvez les faire avec les enfants que vous accueillez et aussi avec vos propres enfants. Il n'y a pas de limite d'âge, même jusqu'à l'adolescence. Après, on change un petit peu les jeux, évidemment, parce que les jeux des enfants de 2 ans ne vont pas plaire à des ados, mais on peut faire ces jeux toute la vie avec tous les enfants. Donc, c'est des jeux qui sont interactifs où on va vraiment être connecté avec l'enfant. Et pourquoi je vous présente ces jeux? Parce qu'on n'a pas besoin de jouer. En fait, c'est des jeux qu'on peut jouer tout le temps, partout, sans matériel et qui sont à l'initiative aussi bien des enfants que des adultes. Donc il y a vraiment ce côté, c'est par moment, c'est l'adulte qui peut initier le jeu ou l'enfant. Et ces jeux, ils vont apporter vraiment une connexion parce qu'en fait, grâce à ces jeux, on va évacuer, on va beaucoup rire ensemble. Donc c'est vraiment prendre plaisir à être ensemble. Donc, je vous présente les différents jeux. Donc, je vais vous présenter en détail tous ces jeux, vous expliquer comment ça se joue, quel est l'objectif et donner différents jeux pour chaque jeu d'attachement. Donc, vous allez voir, il y en a que vous connaissez, que vous faites déjà naturellement sans mettre le mot sur le fait que ce soit des jeux d'attachement. Donc, le premier, les jeux de contact. Donc, un jeu de contact, c'est un jeu où on va se toucher mutuellement. Et c'est ça qui est important, c'est vraiment que ce soit mutuel. Ce n'est pas que nous qui touchons l'enfant, c'est vraiment qu'il y a vraiment ce côté où on va être ensemble et on va se toucher. Ça permet vraiment ces jeux de remplir le réservoir affectif et ça donne de l'ocytocine. L'ocytocine, l'hormone du plaisir. Donc, ça permet de passer un moment agréable et de se détendre, d'éliminer le stress. Donc, dans les jeux de contact, vous pouvez proposer des comptines avec des gestes corporels et des gestes dans lesquels vous allez toucher l'enfant. Donc, c'est pas juste petit escargot, on fait les gestes, c'est vraiment, on va toucher l'enfant. Par exemple, celle qui est le jeu de contact qui va être le plus connu, c'est la petite bête qui monte, qui monte, qui monte. Donc, on peut faire la petite bête avec une histoire, une petite bête qui se balade dans un jardin, et dans ce jardin, il y a des petites fleurs. Et donc, du coup, ne pas hésiter à amener un petit peu de chatouille et vraiment d'être dans le contact avec l'enfant et de dire au milieu, il y a un petit bassin. Et dans ce petit bassin, il y a une petite bête. Et on monte, et on monte, et on monte. Et après, d'inviter l'enfant. À toi de me faire le jeu de la petite bête. Et comme ça, il y a vraiment cet échange mutuel. Je vous ai proposé aussi, je vous ai mis Mimi la petite souris. Je ne sais pas si vous connaissez cette comptine. C'est une petite souris qui se balade. Et du coup, on fait balader la petite souris. C'est Mimi la petite souris qui se promène, qui se promène. C'est Mimi la petite souris. Et on se balade sur le corps de l'enfant. Et après, c'est d'autres animaux. Donc, c'est Bertrand l'éléphant et on fait d'autres contacts. Bertrand l'éléphant qui se promène, qui se promène. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller la découvrir. Je voulais faire une vidéo, je vais peut-être la partager sur mon Instagram. Enfin, pour l'instant, je ne l'ai pas fait, mais je pense que je vais la partager parce qu'elle est vraiment super, cette petite comptine, pour être dans l'échange, parce qu'après, vous pouvez faire pareil. L'enfant vous rejoue la comptine avec les différents rythmes. Proposer un combat de chaussettes. Donc ça, c'est vraiment essayer d'attraper les chaussettes de l'autre. Donc ça, on peut le faire dès tout petit et même jusqu'à l'adolescence.
On va rire ensemble, on va essayer de s'attraper, les chaussettes. Donc vous pouvez même, l'organiser entre la fratrie, pour vos enfants. Pour les petits, c'est un peu délicat parce que des fois, bah, voilà, ça peut vite partir en cacahuète, donc c'est important de mettre le cadre. Mais déjà, vous, de l'instaurer avec les enfants de temps en temps pour recréer ce contact, se mesurer corporellement, laisser l'enfant gagner évidemment, hein, je le redis, mais voilà, c'est indispensable pour les enfants. Et proposer aussi des petits massages dans le dos avec une histoire. Les enfants, souvent, on veut proposer des petits temps de relaxation, on peut faire rouler une petite voiture, mais en fait, ils vont pas rester longtemps. Alors si on propose une histoire, là, l'enfant va être captivé et on va le faire participer. Par exemple, si vous faites le massage du jardinier, le jardin dans le dos, vous allez poser des questions à l'enfant. Donc déjà, on commence à dire: «Ah bah, je retourne la terre». Donc on fait vraiment des petits mouvements, comme si on faisait une pizza, on pétrit la pâte, bah, là, je retourne la terre et dans mon jardin, je vais planter des légumes. Qu'est-ce que tu veux que je plante? Et on demande à l'enfant: «Tu voudrais planter quoi?» «Des tomates». «OK, tu veux que j'en mette combien?» «3». «Mais alors je vais faire 3 trous». Et là, on appuie sur le corps de l'enfant 3 fois. «Est-ce que tu voudrais que je mette des fleurs?» «Oui, on pourrait faire un parterre de fleurs». «Qu'est-ce qu'on met comme fleurs?» «Des roses». Et là, on appuie et on ratisse. Donc on fait vraiment des mouvements sur le dos et en même temps, on raconte une histoire et à la fin, on dit: «Ah, ça y est, les fruits ou les fleurs ont poussé, est-ce que tu veux que je les ramasse? Bah, donne-moi ton petit panier, bah, je te mets une fleur» et puis après on donne le petit panier à l'enfant. Donc on le fait participer, on raconte vraiment une histoire avec l'enfant où on est dans le contact avec lui. Pareil pour la météo, donc on peut c'est bien de le faire à des moments vraiment de calme avant le coucher, où on les assoit et puis on peut même inciter les enfants à se le faire entre eux, les plus grands. Nounou va raconter une histoire ou maman, hein, si c'est vos enfants et en fait vous incitez les frères et sœurs à se le faire ou les petits. Alors, on va faire la météo. Donc, on fait la petite pluie qui tombe tout doucement, on fait tomber sur la tête. Et après, il y a le soleil qui réchauffe. Et là, on fait vraiment des grands mouvements. On peut même aller sur les jambes. Et on appuie plus fort quand il y a le soleil. Et la tempête. Et là, on fait le vent qui circule. Donc, voilà l'idée pour les jeux de contact. Donc, les jeux de contact, ils sont hyper importants pour l'enfant parce que en fait, quand on va toucher le corps de l'enfant, on va dire à l'enfant: «Ton corps est valable, ton corps est bien» et en fait, il va, heu, apprendre à aimer son corps et à le respecter. Plus on va câliner l'enfant par le jeu, plus il se respectera, lui, en tant qu'adulte. Un enfant qui a du mal à respecter son corps, qui va se faire mal, qui va se mettre en danger, donc je parle plus d'un adulte ou d'un ado qui a des comportements à risque avec son corps, c'est souvent un enfant qui n'a pas été touché. Donc dès que vous voyez qu'il y a un enfant qui a du mal avec le contact, qui est pas en lien, qui vient pas faire des câlins, essayez de réinstaurer ça avec des jeux de contact. Moi, c'est ce que je propose vraiment aux familles quand je les accompagne, sur des difficultés de contact. On va recréer le lien avec leur enfant, de manière douce, avec du plaisir et du jeu. Ensuite, les jeux d'absurdité. Donc les jeux d'absurdité, ça va être de faire des erreurs volontaires. On fait exprès de mal faire, en gros et ça va permettre à l'enfant d'accepter l'erreur. Donc par exemple, quand on raconte une petite histoire que l'enfant connaît par cœur, le petit Choupi, Choupi a perdu son doudou et ben, là, au lieu de lire Choupi a perdu son doudou, on dit Choupi a perdu sa poupée. Comme ça, l'enfant va donc dire: «Mais non Marie, mais» «Bah si, c'est marqué ça» et du coup, ça on va rire ensemble et après à chaque page, l'enfant va attendre l'erreur. Donc à nous de tendre des petits pièges et en fait, vous allez voir, vous allez passer un moment agréable et vous allez rire, vous allez être complice avec l'enfant. Parce que c'est vrai que de raconter tous les jours le même choupi, au bout d'un moment, ça peut être un peu rengaine et nous, adultes, on prend moins de plaisir. Alors que là, si on s'amuse avec l'enfant, on va reprendre plaisir à raconter des histoires. On peut aussi habiller l'enfant dans le mauvais sens, donc lui dire: «Bah, allez, on va mettre la couche» et là, on met la couche sur les mains. Bah si, mais la couche, ça se met sur les mains, puis on prend un air un peu sérieux. Puis l'enfant, il va dire: «Beh non, beh oui, mais nounou, elle fait n'importe quoi, la couche, ça va pas sur les mains». Donc de jouer avec l'enfant de cette manière-là. Donc ça, je suis sûre que vous l'avez déjà fait dans l'habillage, d'amener du rire, donc d'essayer de le faire à plein de moments différents et de vraiment essayer par moment de dire l'inverse de ce qui est attendu. Donc vous allez mettre la table, je vous laisse mettre les petits verres sur les chaises. Ils vont vous regarder. Bah oui, on met les verres sur la chaise comme d'habitude. Ah bon? Mais on les met où? Ah, on les met sur la table. Pff, je me suis trompée. Voilà, donc vraiment amener ce côté absurde, ça va faire rire les enfants et ça va aussi leur permettre de libérer la peur de l'erreur, la peur, de mal faire. Parce qu'en fait, les enfants, ils vont avoir de plus en plus le trac de faire des erreurs s'ils sont avec des adultes qui sont, comme on dit, un peu
parfait, bah, parce que nous, les adultes, on fait toujours les choses de manière optimale. On réfléchit à comment on va proposer, les choses aux enfants. Donc s'ils voient que l'adulte accepte l'erreur et qu'on en rit, ça va permettre d'éviter aux enfants d'aller et de tomber vers le perfectionnisme. Parce que c'est très difficile quand, on voit des enfants qui se mettent dans des difficultés, qui se mettent à pleurer pour les devoirs, et ben, c'est parce que déjà, ils ont déjà cette croyance qu'ils ne peuvent pas se tromper. Donc leur amener des jeux d'absurdité dès la petite enfance, ça va permettre de libérer la frustration et l'anxiété que l'enfant va avoir quand il va essayer et qu'il va pas arriver à satisfaire l'adulte, les attentes ou lui à développer des nouvelles compétences. Donc on rit, on essaye de dédramatiser tout ça et de montrer que nous aussi on se trompe tout le temps et on le fait volontairement pour rigoler avec l'enfant. Alors, les jeux de renversement de pouvoir, moi j'adore ces jeux-là. En fait, c'est, vraiment l'adulte qui prétend être faible et un petit peu maladroit. On se fait un peu un Pierre Richard. Ça va permettre à l'enfant de se sentir puissant sur des moments où il a été impuissant. Parce que comme je vous l'ai dit, l'enfant, il va être beaucoup contraint, donc il y a beaucoup de moments où il est impuissant. Et là, de sentir que c'est lui qui mène la danse, ça va lui faire ressentir un plaisir et une confiance en lui. Donc ne pas hésiter à se faire prisonnier par les enfants. On joue un peu aux gendarmes et aux voleurs. Et bien, en fait, les enfants vous attrapent. Moi, je le faisais avec le groupe d'écran. Ils mettaient des draps, ils me coinçaient dans un coin. Je suis coincée. Et du coup, je faisais comme si je pleurais et ils riaient. Ils étaient trop contents de m'avoir fait prisonnière. On peut faire aussi comme si on tombait. Quand on est au parc avec les enfants, ils font de la balançoire. Et puis de se mettre à côté et dire: «Ah, attention, tu vas me faire tomber avec tes pieds». Moi, je le faisais et du coup, je dis: «Oh là là, j'ai failli tomber». Puis après, je me mettais vraiment par terre. Et là, les enfants rient parce qu'ils se sentent puissants. J'ai la force de faire tomber Marie. Mais ils savaient qu'on faisait un jeu, hein, que c'était vraiment dans l'humour. Suivez le guide, vous pouvez vous bander les yeux et laisser les enfants ou faire un espèce de cache-cache et vous devez les retrouver. Les enfants vous appellent: «Marie, Marie» et vous devez les retrouver les yeux bandés. Ou avec vos enfants, vous pouvez leur dire: «Bah, on va faire une visite du jardin, je te laisse mettre des petits obstacles et c'est toi qui me tiens la main et qui me guide dans le jardin». Donc ça, c'est l'enfant qui a le pouvoir. Vous pouvez aussi complètement faire un vrai jeu de rôle où c'est vous qui jouez l'enfant et l'enfant qui joue l'adulte. Moi, je le faisais avec un petit garçon que je gardais, c'était son jeu préféré. Une fois, en fait, on racontait des histoires dans le lit et à un moment, je me suis mis à faire l'enfant en lui disant: «Oh, c'est toi qui fais mon papa et qui me raconte l'histoire». Et en fait, on s'est mis à jouer à ça et après, je lui ai dit: «J'ai pas envie de dormir». Donc en fait, de lui-même, il a compris qu'on était en train d'instaurer le jeu où lui, c'était mon papa et donc du coup, il venait, il éteignait la lumière, il me grondait et moi, je me levais du lit. Enfin, je faisais exprès de pas vouloir dormir, ce qu'il vivait, lui, au quotidien avec ses parents et donc du coup, dès que je venais le garder, je lui demandais: «Qu'est-ce que tu veux faire?» Faire un gâteau, jouer au Superman, les cabanes et ben, son jeu préféré, c'était: «Tu es le bébé Marie et moi, je suis ton papa». Et ça, on le faisait un quart d'heure et après il me sautait dans les bras, il riait et on voyait vraiment que là, à ce moment-là, il avait repris de la puissance. Donc ces jeux sont hyper importants pour que l'enfant, il reprenne confiance en lui, qu'il libère la colère, la frustration qui a été causée par le sentiment d'impuissance. Ensuite, jeu de régression. Donc ça, c'est vraiment accepter que l'enfant retourne dans des comportements de petit bébé, de nourrisson. On le fait, hein. On le fait nous, naturellement. Vous allez me dire: «Peut-être vous le faites pas». Moi, je le fais, par exemple, le soir après une grosse journée, grosse réunion, beaucoup de stress et ben, le soir, on va faire une petite voix. «Oh chérie, on commanderait pas des sushis?» Enfin voilà, quand il y a quelqu'un qui vous fait une petite voix comme ça, il est dans un jeu de régression. J'ai envie que tu t'occupes de moi et que c'est toi qui prennes la responsabilité. Eh bien, les enfants, par moment, ils ont besoin de rejouer ces jeux de régression. Surtout quand vous accueillez des enfants, des petits bébés où vous allez prendre plus le temps à des soins de maternage, évidemment parce qu'ils ont plus besoin, avec des grands. Donc de prendre le grand et de lui dire: «Est-ce que tu veux qu'on joue comme si tu étais un petit bébé?» Donc on le note bien, on ne dit pas: «Oh, tu fais le bébé». Là, c'est vraiment autorisé et c'est bénéfique pour l'enfant. Donc on va lui dire: «Oh, bah, on peut te donner le biberon». On peut même dire au groupe d'enfants, on joue tous ensemble: «Alors qui c'est qui veut jouer le bébé?» «Bah, c'est Léa». «Bah, Léa, on va s'occuper de toi. Viens dans les bras de Nounou», alors que Léa, elle a 3 ans. On va lui donner le biberon, on va lui faire des petits guili-guili et ça permet à l'enfant, en fait, de pouvoir revivre un petit peu ce qu'il a peut-être pas pu vivre. Ça va recharger ses batteries, ça va lui donner l'importance, enfin, comme si il était encore un petit enfant et ça peut lui permettre de libérer des sentiments, par exemple, de jalousie qu'il a pu avoir contre, des plus petits ou des frères et sœurs.
Les jeux de cause à effet, donc ça, c'est vraiment comprendre que chacune de mes actions a un effet. Donc ce qui va être bien là, c'est que l'adulte, il adopte un comportement qui va être répétitif et prévisible. Donc je vous ai mis le jeu de l'aiguillon. Donc le jeu de l'aiguillon, c'est de dire à l'enfant, par exemple: «Appuie sur la joue». Donc l'enfant appuie sur votre joue et là, vous faites une grimace et regarde, si tu appuies sur mon nez, tu vas voir ce qui se passe. Donc l'enfant appuie sur votre nez, vous faites mine de dormir. Appuie sur le front et là, vous faites une autre action et en fait, l'enfant va refaire et quand il rappuie là, bah, vous refaites une grimace. Donc vous lui montrez que ce jeu et après vous faites pareil pour lui. «Toi, quand j'appuie sur ton nez, ça fait quoi? Ah et si j'appuie ici, ça fait quoi?» Donc ça montre à l'enfant que vraiment son action a un effet et vous pouvez aussi faire des réactions disproportionnées surjouées. Donc ça, c'est ce qu'on fait déjà avec les petits bébés. Quand on a un petit bébé qui nous fait «baba», ben nous, on va répéter «baba» et on va le faire de manière plus forte. Donc avec les enfants plus grands, ça peut être, un enfant qui veut jouer, au docteur, par exemple, et qui va prendre une seringue et qui va vouloir vous piquer. Il va vous faire: «Aïe!» avant qu'il vous ait touché et on surréagit: «Ah non, j'ai peur, aïe, 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 aïe!» L'enfant va revenir et vous rejouez le aïe. Aïe, 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 aïe et du coup, là, l'enfant va rire et vous aussi. Ça va être vraiment un moment agréable. Donc voilà, de penser que montrer que les actions que l'enfant fait vont avoir des conséquences et du coup, ça s'apprend vraiment par le jeu. Et ça permet à l'enfant, d'être rassuré, d'accepter, plus facilement, les contraintes parce que quand c'est répétitif et ben, c'est plus facile pour l'enfant. Comme par exemple quand vous faites, des chansons répétitives et ben, il a l'habitude que ça revienne donc pareil pour ces jeux de cause à effet, quand ça revient, c'est plus facile pour l'enfant après d'accepter la contrainte parce qu'il aura, été préparé déjà, et il aura accepté dans ces moments-là de jeu. Ensuite, il nous reste 2 jeux. Le jeu de coopération. Donc le jeu de coopération, comme son nom l'indique, c'est ensemble, on va vers le même objectif. Donc on va s'enrichir les uns les autres. Donc là, écrire une histoire en commun. Donc pour les plus petits, ça va pas forcément être évident, mais vous inventez une histoire et puis vous les faites participer. Bah, c'est l'histoire d'une petite grenouille qui va se balader dans la forêt et là, elle voit une petite maison. Elle rentre dans la maison et elle découvre qu'est-ce qu'elle découvre? Et là, vous invitez l'enfant à choisir un personnage. Donc une petite dame. Ah, il découvre une petite dame et cette petite dame, elle lui explique que et vous, vous inventez et petit à petit, l'enfant grandissant va pouvoir inventer l'histoire avec vous. Donc vous laissez passer, la parole à tous les enfants pour qu'on écrive une histoire commune. Vous pouvez aussi, bah, faire la cuisine, ça c'est vraiment, des jeux de coopération. Une fresque à l'aide de matériel de récupération. On déchire des cartons, du papier bulle et on colle avec de la colle à la main. On peut comme ça aussi être dans le jeu de contact où on passe par-dessus la main de l'enfant et ensemble on rigole, on fait une vraie fresque, avec plein d'objets du quotidien. On peut aussi, faire des chaises musicales mais sans perdant. Donc dès que la musique s'arrête, on va tous s'asseoir. Donc ça aide, aux enfants ça aide à ce qu'il y ait moins de tricherie quand les enfants vont grandir et moins de rivalité. Donc plus on propose des jeux de coopération petits, plus ce sera plus simple pour eux en grandissant de continuer à être dans des jeux de coopération. Et enfin des jeux de séparation, des jeux de cache-cache, donc ça, je pense que vous le faites déjà naturellement, hein, les jeux de coucou caché. On met une distance visuelle, ben, ou spatiale entre soi et l'enfant, donc ça permet à l'enfant d'apprendre à se séparer. Donc on peut faire des cache-cache classiques ou des cache-cache sonores. La personne qui cherche a les yeux bandés et c'est avec des petits instruments que chacun fait du bruit pour être retrouvé. Vous pouvez cacher des petits personnages dans votre pull donc pour les plus petits et inviter l'enfant à les retrouver, donc les cacher, brièvement quand c'est un bébé, voilà, quand il a 11-12 mois, vous montrez que vous le cachez, il doit le retrouver. Donc ça, en plus d'être un jeu de cache-cache, c'est un jeu de contact. Donc il y a les jeux font souvent contact aussi, hein, donc c'est vraiment hyper bien et ça après vous pouvez inviter les enfants à le faire entre eux, de se retrouver des petits personnages cachés dans leur pull. Le jeu pour retrouver les doudous, bah, cacher les doudous. Alors des fois, c'est trop dur de cacher les doudous, donc cacher plus des peluches. Je vais cacher la petite peluche lapin et le petit ours et on va essayer de les retrouver dans la pièce. Et pour un petit peu les plus grands, le touche-touche dans le tote bag. Donc ça, vous pouvez le faire même pour les ados, pour les adultes. Moi, je l'avais fait en famille, c'est très rigolo. Vous prenez plusieurs objets, de la pièce et vous les mettez dans un sac. Donc pour les plus petits, vous allez mettre des objets qu'ils vont bien pouvoir reconnaître parce qu'en fait, c'est juste en par le toucher qu'ils vont devoir reconnaître ce que c'est. Donc un stylo, une petite voiture et pour des plus grands, moi, par exemple, quand je l'avais fait en famille, on avait mis dans le tote bag un paquet de levure ou une croquette. Donc juste avec le toucher, la texture, essayer de reconnaître ce que c'est. Donc là, par rapport à ce jeu, c'est pas vraiment pour les retrouvailles, mais vraiment on est sur un jeu,
où on essaye, sans voir ce qui se passe. Donc pour les jeux de retrouvailles et de séparation, ça permet aux enfants vraiment de libérer l'anxiété. En fait, comme ils vont rire, ça va leur permettre de libérer l'anxiété de la séparation, de la perte, et de vivre les choses plus sereinement. Et les jeux symboliques, donc ça, c'est très important de rejouer les scènes de la vie, quotidienne avec sécurité. Rejouer au docteur quand l'enfant a eu des difficultés avec son nounours, vous mettez un petit pansement sur le nounours. Rejouer à la marchande, moi j'avais une famille que j'accompagnais où la petite était très timide, donc on rejoue et papa et maman, ils se déguisent. Donc vous, vous pouvez vous déguiser, on met des lunettes, un petit accessoire et on fait des voix différentes. On peut faire une voix d'un gros monsieur: «Bonjour madame, je voudrais des bananes» et du coup, ça permet à l'enfant de revivre les scènes où il a été à la boulangerie, il n'a pas réussi à dire bonjour, mais là, il le fait avec sécurité parce qu'il le fait à la maison. Donc ne pas hésiter à refaire tout ce qui a été stressant. Si par exemple, le moment du bain, c'est très compliqué ou le moment du repas, eh ben, on peut rejouer avec des personnages, avec des jeux de rôle et on refait la scène. Donc moi, c'est vraiment ces outils-là que j'utilise dans mes coachings et tous les changements de repères. La posture de l'adulte pendant le jeu. Donc l'adulte doit vraiment proposer le cadre déjà. On rappelle les règles, on va introduire les consignes, on peut essayer de mettre des consignes directement déjà dans le jeu, dans le plaisir, dans le rire. On peut amener les consignes avec une petite marionnette, avec une voix, une drôle de voix. Bon alors les enfants, aujourd'hui on va faire un petit jeu d'attachement. Enfin, vous n'allez pas dire un jeu d'attachement, on va faire un petit cache-cache. Et du coup, vous racontez les règles. Donc le cache-cache, il ne faut pas regarder où les autres se cachent. Et du coup, vous amenez déjà le cadre avec du rire. Si par exemple vous faites des petits jeux où il y a du chahut, par exemple comme le combat de chaussettes, et ben, c'est des bagarres. Donc les règles, c'est qu'on évite la tête et on va choisir un mot et c'est le mot où on s'arrête dès qu'il y a quelqu'un qui a mal. Donc si par exemple il y a quelqu'un qui dit babar, et ben, on arrête de jouer. Babar, c'est le mot pour dire stop. Enfin voilà, on choisit un mot de code en gros. Et l'adulte, pendant le jeu d'attachement, il est disponible sans être trop invasif. Il peut proposer, mais il peut aussi laisser l'enfant mener. Donc, le jeu d'attachement, c'est vraiment être avec l'enfant et se connecter à l'enfant. Donc, proposer, encourager, sourire et aussi modéliser. Quand on voit que l'enfant a des difficultés ou que il n'arrive pas à proposer un nouveau jeu, à nous aussi de le proposer. Et maintenant, je vais vous présenter quelques jeux pour finir, plus des jeux, traditionnels, on va dire, où les enfants vont pouvoir jouer tout seuls. Donc, les jeux des bidules. Donc, les bidules, c'est des objets de récupération. Donc ça, moi, j'avais fait une petite affiche que j'avais mis, à l'entrée de ma structure. Donc vous aussi, vous pouvez proposer aux parents de ramener des objets de chez eux. Donc ça peut être des emballages avec des couvercles, ça peut être le produit vaisselle, le ketchup, enfin voilà, tout ce qu'ils ont utilisés à la maison, des œufs, des produits, à œufs et ça va permettre aux enfants de jouer, d'empiler, d'emboîter, de transvaser. N'hésitez pas à proposer aussi des petites pièces. Moi, je mettais des petits marrons ou des clés maïs pour que les enfants ils puissent, mettre des choses dedans. Donc l'activité bidule, elle est vraiment très intéressante et c'est bien de la proposer et de la structurer un petit peu, voilà, de mettre sur une table, sur un petit banc. Comme ça, quand les enfants, par exemple, se lèvent de la sieste, bah, il y a tous les petits bidules avec lesquels on peut jouer. Donc vraiment de les proposer à un moment T dans la journée, de ne pas les laisser tout le temps dans la pièce. Proposer aussi le petit marché, donc c'est pareil, hein. Vous pouvez faire une petite étagère chez vous. Bon là, c'était une crèche où il y avait vraiment, des moyens parce qu'ils ont des petits caddies, mais faire une petite étagère avec les shampoings, le dentifrice, là, vous voyez même, il y a le petit chocolat où les enfants peuvent rejouer comme si c'était un petit supermarché, chez vous, à votre domicile. Parcours sensoriel. Souvent, les parcours sensoriels, on pense à y faire des plaques tactiles où les enfants vont marcher dessus, mais vous pouvez faire aussi un parcours sensoriel dans une pièce. Vous dédiez une pièce pour une journée pour faire un parcours sensoriel. Là, par exemple, j'avais fait un parcours dans un centre social où j'avais fait un rideau en papier crépon, et on le voit, violet. Donc, les enfants déjà rentrés, eh ben, ils touchaient, ils se passaient dans le rideau. Après, une petite corde au sol où les enfants devaient marcher sur la corde. Là, j'avais fait des petites boîtes sensorielles un peu comme Fort Boyard. Bon, dedans, il n'y avait pas des araignées, je vous rassure. J'avais mis des glaçons, qu'est-ce que j'avais mis? Des feuilles mortes. Enfin, j'en avais fait 5, 6 avec des matières différentes et sous les tables, des guirlandes. Là, c'était des petits couvercles. Là, j'avais mis des plumes et des petits pots. Donc là, c'est vraiment avec des objets de récup et on peut proposer plein de parcours sensoriels différents. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ça demande pas mal de préparation, mais vous verrez, les enfants vont vraiment prendre beaucoup de plaisir.
Vous pouvez faire aussi des parcours sonores, donc avec des bruits. Donc là, il y a des instruments, mais il y a aussi des objets du quotidien. Donc là, j'ai proposé des petits tambours, avec des lentilles corail. Donc, les enfants, faisaient bouger les lentilles corail, donc ça faisait du bruit. Là, j'ai pris des lames de xylophone et comme ça, plusieurs enfants peuvent taper en même temps et des petits CD avec des éponges où les enfants faisaient couiner l'éponge, je humidifiais légèrement la petite éponge et ça faisait un petit couinement. Donc, dans les petits parcours sonores, essayez de chercher plein d'idées. Là, j'avais mis du papier à froisser, du papier alu, il y avait une couverture de survie, il y avait des gaines électriques. On les agitait autour de nous et puis ça faisait un bruit, un sifflement assez fort. Et enfin, je finirai avec cette citation de Jean Einstein: «L'enfant ne joue pas pour apprendre, mais apprend parce qu'il joue». Donc là, si vous n'êtes pas convaincu qu'il est indispensable pour l'enfant de jouer, bah, j'arrête ce métier. Non, je voulais aussi vous dire pour finir cet atelier que l'enfant, s'il apprend quelque chose en jouant, il a besoin que de 10 à 20 répétitions. Alors que si l'enfant, il apprend un nouveau comportement par exemple à l'école ou dans une situation où il y a pas le jeu, il a besoin de 300 à 400 répétitions. Donc vous voyez que les connexions synaptiques se créent vraiment quand on va jouer avec l'enfant. Donc n'hésitez pas à retrouver l'enfant qui sommeille en vous. Ça va vous apporter beaucoup de bénéfices dans vos relations avec les enfants et ça va vous donner aussi beaucoup de plaisir parce que plus on rit avec les enfants et plus on a envie de continuer ce travail. Bah, je vous remercie pour votre écoute et je peux répondre à vos questions. Trop bien, Marie. Surtout ne change pas de métier, hein. Tu as dit ça, mais ça va pas. Non, 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 surtout pas. Heu, alors question, Marie, pour les jeux symboliques, on n'est plus sur du jeu d'imitation du coup? Le symbolique, c'est plus quand on fait des appels à des images vécues de l'enfant pour développer son imagination. Bah, oui. Bah, c'est pas Oui. vraiment une question, c'est plus, oui, oui, c'est des jeux d'imitation. Les jeux symboliques, c'est qu'on va changer, on va mettre un symbole. Par exemple, on va utiliser un cap-là pour faire un téléphone, mais c'est comme un jeu d'imitation. Évidemment, c'est un jeu de rôle. Trop bien. Et sinon, on a des remerciements, l'unanimité. Merci, merci, très intéressant. Merci pour cette présentation très claire, très concrète. Merci pour l'atelier. Merci, plein de belles idées. Merci Marie. Bon, bah, trop bien. Pas Merci d'autres pour vos questions pour, Marie? Allez-y. Merci, toujours aussi top. Mais ouais, bravo, vous êtes top, super, merci beaucoup. Bon, bah, génial. Si tu peux me passer la slide d'après, que je prenne juste un peu le relais sur, cet atelier offert par Gazouillis. Merci 1000 fois Marie. Trop, trop bien, comme d'hab. Moi, je suis arrivée juste après la présentation d'Étienne. Hem Du coup, juste, Étienne vous avez parlé qu'on fait des formations avec un organisme de formation. On vous a mis ici les thématiques. Celle qui se rapproche, le plus de l'atelier, ça serait le jeu sous toutes ses formes, hein. C'est des formations, financées par Eparia. Je vois parcours sensoriel, il y a des jeux sensoriels dans cette formation. Hésitez pas, en tout cas, à remplir le formulaire qu'on fait passer pour les formations. Mais moi, je veux plutôt qu'on regarde l'autre slide avec nos diplômes dans la petite enfance. Là, je voyais que des noms que je connaissais. Je réponds à des questions. À quand un atelier sur les neurosciences? Bonne idée, on note. Et j'ai vu, est-ce possible de récupérer les documents? Alors, si vous êtes Gazouille Pro, vous aurez attestation, vous aurez les documents, vous aurez le replay. Et être Gazouille Pro, c'est faire un parcours de VAE avec nous sur le DEAP, sur le CAP AEPE, sur le DEJE. Je pense qu'Étienne vous a déjà introduit ça, Marie aussi, vous avez dû, peut-être déjà ou peut-être même vous êtes accompagnée par Marie, que ce soit à l'oral, ou au livret 2 du DEAP. Mais voilà, chez Gazouille, on vous aide à avoir des diplômes. Vous voyez peut-être, attendez, je peux vous déflouter, ma caméra, mais on a notre mur des diplômés. Marie, d'ailleurs, il y avait un nouveau diplôme ce matin, hein. Je pense que tu as eu l'info, de Ah non, je sais Sandrine. pas qui. Sandrine Dauphin qui a eu son diplôme. Je ne sais pas si Sandrine est avec nous, mais félicitations. Voilà, donc on a notre mur des diplômés, on prépare ces 3 diplômes. Le parcours de VAE est entièrement financé par la plateforme France VAE, qui est le nouveau service public de la VAE. Peut-être Marie, je peux te prendre le partage? Bien sûr, Ça te va? oui. Tac, 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 je vous la mets ici. C'est la plateforme, du gouvernement qui permet d'être financé sur tout le parcours de VAE lorsqu'on est, attention, salarié du privé, ou en demande d'emploi.
Et voilà, nous, on vous accompagne dans toutes les étapes, le livret 1, le livret 2, on vous accompagne à l'oral et surtout, on vous accompagne à faire un peu cet objectif que vous vous êtes donné et d'avoir votre diplôme sous le bras, hein, parce que c'est quand même votre diplôme, c'est vos expériences qu'on vient valoriser. Donc, on accompagne tous les pros de la petite enfance à domicile ou en structure sur ces 3 diplômes.